Bonjour à tous, on est lundi 6 juillet 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Bienvenue Larry. Est-ce que je suis seulement parti? Bon, d'accord. Larry, en Iran, tu sais, on voit une foule immense sortir. Les personnes en deuil du défunt guide suprême de l'Iran, Saïd Ali Khamenei, ils sont dehors et les estimations pour l'instant parlent de plus de 14 millions de personnes. Et les images, on a reçu quelques vidéos d'Iran et là tu vois la place Engelab. La place Engelab et toute la foule. Je n'ai jamais vu l'Iran comme ça. Quand tu regardes cette foule, c'est incroyable. Franchement, je n'ai jamais vu ça. C'est pour ça que je me demande, comment à Washington, on va interpréter ce genre de funérailles? Est-ce que ça peut signifier pour Donald Trump lui-même et pour les politiques à venir? On a des amis sur place, Patrick Henningsen est là, Max Blumenthal aussi, et il nous envoie des rapports depuis l'intérieur. Voici ce que Patrick a rapporté depuis l'Iran. Il est à Téhéran. C'est une partie de cette immense vague d'émotions collectives qui traverse le pays, ici, en République islamique d'Iran. Nous venons de quitter le Grand Musalla. Nous sommes arrivés tôt, vers 4h35 du matin, et la prière de l'aube vient tout juste de se terminer. Beaucoup de gens s'en vont, pendant qu'une autre foule commence à arriver. En fait, ça tourne en continu. Les uns sortent pendant que les autres entrent. Aujourd'hui, tout cela va durer 24 heures, puis ça reprendra lundi avec une nouvelle procession à travers Téhéran avant de se poursuivre dans les autres grandes villes du pays. C'est donc un hommage national d'une ampleur exceptionnelle, des funérailles d'État pour le guide suprême, l'ayatollah Saïd Ali Khamenei, à la tête du pays depuis plus de 37 ans. On peut imaginer à quel point c'est un moment de deuil pour la nation, mais aussi un moment de défi et de fierté. Si vous regardez les slogans sur les banderoles et les drapeaux rouges et noirs où il est écrit « Nous nous lèverons », il y a là beaucoup de sens différents, entremêlés, mais c'est une déclaration très forte politiquement et aussi en lien avec l'Oumma mondiale. Et l'Iran prend en quelque sorte, enfin vraiment, un rôle de leadership par rapport à la guerre qui est toujours en cours. Techniquement, ils sont encore en guerre avec les États-Unis et Israël. Donc il y a beaucoup de dimensions dans tout ça. Géopolitique, bien sûr, mais aussi religieuse, mondiale, liée à l'islam. Et puis dans la région, c'est un changement majeur. On le sent. Ces slogans de défi, ce « nous devons nous lever », je pense qu'il y a aussi une dimension d'appel à l'humanité, un appel à se lever contre l'injustice et l'oppression. Et tout cela est tissé dans le message qui est vraiment très présent ici, pour cet événement historique absolument incroyable, extraordinaire, incroyable. Voici ce que Patrick a rapporté. Il est à Téhéran et il observe ce qui se passe là-bas. Et Larry, quand tu regardes la foule, tu vois quand tu regardes la situation dans son ensemble, tu vois ces drapeaux rouges levés dans les airs. Ça veut dire que les gens réclament la justice. Quand tu tiens ce drapeau dans ta main, tu veux la justice, tu veux la vengeance, et tu veux quelque chose qui compte vraiment. Tu sais, l'assassinat du guide suprême de l'Iran, c'est quelque chose de nouveau. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire iranienne. La révolution a eu lieu il y a 46 ans. Et depuis, rien de tel ne s'était passé. Les Iraniens n'avaient jamais vécu une situation où leur guide suprême serait assassiné par un pays étranger. C'est une première pour eux. Alors tu vois la réaction. Tu vois comment les gens sortent dans la rue, malgré toute cette propagande qui prétend que le gouvernement n'a aucun soutien. Qu'est-ce que tu en penses? Quand tu regardes ce qui se passe en Iran et le rapport de Patrick, comment tu interprètes tout ça? Bon, laissez-moi vous donner le point de vue occidental. Vous voyez, cette vidéo prouve que l'ayatollah était extrêmement impopulaire.
puisque seulement 14 millions de personnes sont venues. Ça veut dire que 76 millions sont restés chez elles. Donc, clairement, ils n'avaient pas le soutien majoritaire du pays. Je vous montre simplement à quel point les commentaires venus d'Occident peuvent être absurdes. Ce qu'on voit, surtout avec ces 14 millions de personnes estimées. Et je pense, vous savez, qu'au final, le chiffre va probablement monter à environ 30 millions de participants aux cérémonies funéraires. Et certains disent, vous voyez, ça prouve qu'il n'était pas si populaire. Eh bien, excusez-moi, mais l'Iran, c'est un grand pays. Iran's a big country. Not everybody could travel from all over the country to come to Tehran. Tout le monde ne pouvait pas venir de tout le pays jusqu'à Téhéran. Mais si on parle de funérailles d'État, de funérailles pour un dirigeant comme l'ayatollah, à quoi peut-on comparer ça? Il y a eu les funérailles de John F. Kennedy, où des dizaines de dirigeants du monde entier sont venus participer à la procession. Je me souviens toujours de cette image de Charles de Gaulle descendant Pennsylvania Avenue. Il y a aussi eu les funérailles de Mahatma Gandhi. Il a été enterré assez rapidement après son assassinat. Mais malgré ça, la foule était immense. Et selon le livre Guinness des records, la plus grande procession funéraire avant celle qu'on voit aujourd'hui, c'était en 1989 pour les funérailles de l'ayatollah Khomeini. C'est clair que c'est un moment historique. On n'a vraiment rien d'équivalent, ni dans l'histoire moderne, ni même dans l'histoire ancienne, à un rassemblement d'une telle ampleur pour pleurer la mort d'un dirigeant aussi important politiquement. Alors tu vois, West, ça montre bien l'un des effets inattendus d'un assassinat. On se dit, bon, ça va régler un problème, on s'en débarrasse et tout ira mieux. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est tout le contraire. On soude un pays. On le rassemble d'une manière qui ne l'était pas avant. Et je pense que, d'une certaine manière, c'est important, parce que toute la région est en train d'arriver à une forme de compréhension. Aujourd'hui, je parlais avec Paul Carey Roberts, Larry. Il évoquait la possibilité qu'une nouvelle puissance voit le jour en Asie de l'Ouest. Il disait que si on combine simplement l'Iran, la Turquie et le Pakistan, on obtient quelque chose comme 435 millions de personnes réunies. Imaginez ça, si on ajoute l'Arabie saoudite et que l'Égypte veut faire partie de cette architecture de sécurité, on dépasse les 470, voire 490 millions de personnes. C'est énorme. Si toute l'Asie de l'Ouest décidait de trouver sa propre voie vers la paix, je ne sais pas si ces guerres pourraient, d'une certaine façon, ramener un peu de raison dans la région pour qu'elle trouve la paix à travers ces conflits. La guerre fait partie du quotidien en Asie de l'Ouest depuis si longtemps à cause de son importance géopolitique. Quelle est votre lecture de cette situation, de ce qu'elle produit? Ces guerres, toute la région en a assez. Les gens ne veulent plus de ces conflits. Ils veulent y mettre fin, définitivement, pas juste pour un temps. Ils disent, aujourd'hui on ne se bat pas, il y a un cessez-le-feu, une sorte de pause, on veut faire ceci ou cela. Mais l'idée principale, en ce moment, en Iran, c'est que si on veut vraiment mettre fin à la guerre, il faut que ce soit définitif, pas provisoire. Eh bien, encore une fois, il faut replacer tout ça dans le contexte des changements géopolitiques qui sont en train de bouleverser le monde. Jusqu'à présent, en réalité, ça a commencé un peu plus tôt, mais jusqu'à présent, les États-Unis étaient perçus comme la plus grande puissance militaire du monde, celle dont la force économique, combinée à la puissance militaire, la rendait invincible. En gros, il fallait suivre, faire ce que les États-Unis disaient, sinon, eh bien tout ça a volé en éclats. C'était un mythe. L'attaque américaine contre l'Iran n'a pas paralysé l'Iran. Oui, elle a fait un certain nombre de morts.
What's fascinating now as we look back. Ce qui est fascinant aujourd'hui, quand on regarde en arrière, c'est que les 42 jours de guerre ont fait moins de morts iraniens que de Libanais tués par les Israéliens. Les Israéliens ont tué plus de Libanais pendant cette période. Mais malgré tout, cela a révélé que les États-Unis ont des capacités militaires limitées quand il s'agit de changer un régime. Vous savez, les tentatives précédentes au XXe siècle. Eh bien, le Vietnam non plus, ça ne s'est pas bien passé, donc je le mentionne aussi. Mais ce qu'on a vu en 1991, avec l'attaque contre l'Irak, puis l'invasion de 2003, et aussi l'invasion américaine de l'Afghanistan, tout cela n'a pas renforcé l'image d'une Amérique toute puissante. En réalité, ça a mis en lumière sa faiblesse. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le début du déclin du statut des États-Unis dans le monde en tant qu'hégémon ultime. On a demandé à Netanyahou sur Fox News ce qu'il pensait de ce qui se passe en Iran avec les funérailles. Sa réponse était assez proche de ce que vous avez dit. Il a expliqué que l'Iran est un pays d'environ 90 millions d'habitants, dont à peu près 80% détestent ce régime. Mais il y a encore plusieurs millions de personnes, dans la minorité, que le régime peut faire descendre dans la rue. I hadn't even heard that, but I told you. Je n'avais même pas entendu ça, mais je te l'avais dit. Tu vois, c'est pour ça que tu m'invites. J'ai cette intuition, je sais comment ces gens-là pensent. Quel idiot, franchement. C'est vraiment une personne méprisable, abominable, de dire un truc pareil, qui continue à s'accrocher à ce genre de délire, parce qu'ils vont continuer à vouloir affronter l'Iran, et l'Iran va leur botter les fesses. And Iran's going to kick their ass. In my opinion, Larry, what they fail to understand. À mon avis, Larry, ce qu'ils n'ont pas compris. Enfin, pour être juste, si on considère l'Iran comme un ennemi, il faut au moins comprendre quel type de système ce pays a. On ne peut pas inventer des choses en disant que c'est un pays dépendant d'une seule personne et que si on tue ce guide suprême, tout le pays va s'effondrer. C'était complètement illusoire de la part de l'Occident, à mon sens. Mais alors, quelle est l'importance de tout ça? Allez-y. Non, en fait, j'étais juste d'accord. Écoutez, c'est en réalité, je dirais que c'est une conséquence d'Hollywood et des séries télé. Parce que quand on raconte une histoire, quand on fait un film, il faut toujours un héros. Et tout tourne autour de ce héros. Ensuite, il y a l'antagoniste, le méchant, et tout s'organise autour de lui aussi. C'est un monde très simplifié. Il n'y a pas de complexité, pas de vraies nuances, parce qu'on ne veut pas embrouiller le public avec trop de subtilité. Et donc, dans ce cas-là, le récit devient que l'ayatollah gouvernait d'une main de fer, qu'aucune dissidence n'était tolérée, que le peuple subissait une grande persécution et que par miracle, certains se sont levés pour tenter de renverser l'oppression. Ce genre de narration, sans vraiment comprendre la nuance, la manière dont les gens interagissent, dont ils vivent au quotidien. Comme vous, par exemple, vous êtes retourné en Iran, c'était fin décembre, et vous y êtes resté 2 mois. Donc vous êtes parti avant le début de la guerre. C'est bien ça? Oui, exactement. Je suis parti le 7 février. Oui. La guerre a commencé le 28 février. Donc, vous avez vraiment vu comment les gens pensaient, comment ils réagissaient, et ce que votre famille en disait, comment les gens ordinaires réagissaient. Et la plupart des médias occidentaux, eux, ne montrent pas du tout ça. En fait, ça ne les intéresse même pas. Ils affichent leurs propres préjugés, tout simplement. Alors il faut creuser un peu, aller sous la surface et se demander, bon, qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Et d'après mon expérience,
Ce que j'ai constaté, ça remonte à l'époque où j'ai commencé à travailler à la CIA. Le tout premier jour, quand je suis arrivé comme analyste dans la section Amérique centrale. De l'extérieur, les gens pensaient que la CIA, c'était plein d'experts, de gens avec une connaissance très pointue et qui couvraient toute la région, l'Amérique centrale. Ah, ils connaissent ça sur le bout des doigts. Vous savez, moi j'étais, voyons voir, il y en avait 2 derrière moi. Un devant, 3, 4, 5, 6. Donc en tout, il y avait 10 analystes dans cette section. Et j'étais le seul à avoir réellement vécu en Amérique centrale, le seul à parler espagnol. Vous savez, dans la diplomatie, ils notent la maîtrise des langues de 1 à 5. Moi, j'étais au niveau 4. Et pourtant, ces gens-là faisaient des analyses sur l'Amérique centrale sans connaître la culture, sans connaître les gens. Et quand on ajoute à ça l'analyse de pays comme l'Iran ou l'Irak, qui sont, disons-le franchement, un peu plus exotiques que l'Amérique centrale, eh bien, si vous avez quelqu'un, par exemple un Iranien, un ancien partisan du Shah, dont la famille a été exilée, installée aux États-Unis, cette personne garde une rancune. Oui, une vraie rancune. Elle a un angle, un parti pris, elle n'est pas objective, et elle apporte ce préjugé dans son travail. C'est là tout le problème. On n'obtient pas une analyse solide et objective. Résultat, l'Iran reste un pays mal compris par tout le monde dans l'administration Trump. Oui. Si on regarde l'Iran, Larry, le premier guide suprême du pays, quand il est arrivé au pouvoir, c'était juste après la Révolution. Tu te souviens, la guerre Iran-Irak a éclaté à ce moment-là, et ils ont été en guerre pendant 8 ans, de 1980 à 1988, voire 89. Je crois que ça a commencé en 1980, en fait, en septembre de cette année-là. 1980 et 1988, oui. En fait, ça a duré 9 ans, parce que je crois qu'ils n'ont eu le règlement final qu'en mars 89. Enfin, je peux me tromper. Oui, tu sais, tu as raison. Tu as raison. C'était de 1980 à 1988, et ensuite ça a continué. Mais juste après la fin de la guerre, après la signature du cessez-le-feu entre l'Iran et l'Irak, on a vu le guide suprême de l'Iran, le premier guide suprême, disparaître. Et il était charismatique. Il était différent. Aux yeux des Iraniens, aux yeux de la société iranienne, il comptait énormément. Beaucoup de gens se demandaient qui va le remplacer. Est-ce que ça va provoquer une énorme crise en Iran? Puis on a vu arriver le deuxième guide suprême, Sayed Ali Khamenei, et on a vu ce qu'il a fait. Larry, je pense que l'Iran d'aujourd'hui, c'est le résultat de tout ça. C'est lui, en fait, l'architecte de l'Iran moderne, tel qu'on le connaît aujourd'hui, parce qu'il a pratiquement tout réformé et créé de nombreuses institutions. Beaucoup d'éléments du système actuel viennent directement de ses politiques. C'est lui qui les a mis en place. L'expérience de la guerre entre l'Iran et l'Irak lui a donné une sorte de clairvoyance. Il a compris que pour défendre l'Iran, il lui fallait autre chose. À l'époque, Rayson avait des avions de chasse américains, puisque le régime du Shah était très proche de Washington. Permettez-moi juste d'intervenir un instant. Donc, il s'agissait de F-4. Dans les premières semaines de l'administration Reagan, qui est venue voir le président Reagan, avant même que son administration ne soit vraiment en place, pour demander l'autorisation des États-Unis de vendre, de fournir des pneus pour ces avions à l'Iran. Vous savez qui c'était? Non. Israël. Alors, c'est pour ça,
que quand j'entends Bibi Netanyahou s'énerver encore une fois à propos de tout ça, je me dis que l'histoire est bien plus compliquée sur ce point. Parce que, à l'époque, Israël soutenait cette idée, même si les otages venaient tout juste d'être libérés. Et en même temps, Israël suppliait les États-Unis, parce qu'à ce moment-là, le pays était concentré sur la traque de Saddam Hussein et de son programme nucléaire. Il voulait obtenir l'autorisation pour qu'on s'assure que l'Iran ait bien ses pneus afin de pouvoir faire voler les avions. Récemment, le gouvernement irakien a publié un rapport qui montre qu'immédiatement après l'occupation de l'Irak par les États-Unis, ils ont en gros éliminé tous les scientifiques du programme nucléaire irakien. Oui, je ne sais pas qui a fait ça, mais il semble que petit à petit, les services de renseignement ou les gens impliqués d'une manière ou d'une autre aient réussi à les tuer, presque tous. Oui, enfin je veux dire, c'était, vous savez, une façon d'utiliser le programme d'inspection de l'AIEOA pour pénétrer à l'intérieur du programme nucléaire iranien et identifier certaines personnes précises. Ces informations ont ensuite été transmises à la CIA, ou bien la CIA les recueillait directement, parce qu'ils avaient quelqu'un dans l'équipe qui travaillait pour eux, et ensuite, ces informations ont été remises à des groupes comme les Moudjahidines du peuple, le MEC qui était tout à fait disposé à aller sur le terrain et à exécuter les assassinats. Donc, vous savez, c'est encore un autre exemple de l'Iran qui essaye de coopérer avec l'Occident, qui essaye de dire « Hey, on veut être un bon citoyen du monde », et qui se fait complètement avoir en essayant de le faire. Du coup, ils deviennent forcément plus méfiants. Il y a d'ailleurs des informations selon lesquelles les Pakistanais auraient déjoué un complot d'assassinat contre l'ayatollah Mostafa Khamenei. Ça pourrait être une des raisons pour lesquelles il n'est pas apparu en public. Mais, vous savez, on peut aussi dire que sur certains points, l'Iran a été un peu naïf dans sa manière d'aborder ses relations avec l'Occident. Le guide suprême, le deuxième guide suprême de l'Iran, dont on a vu les funérailles aujourd'hui et hier, eh bien Larry, c'est lui, la principale raison pour laquelle on voit aujourd'hui le programme iranien de missiles et de drones. C'est grâce à lui. Pendant de très nombreuses années, il a insisté sur le fait que l'Iran devait avoir un système de défense puissant, vraiment redoutable. Et il savait que du côté de l'armée iranienne, la question était, est-ce qu'on se lance dans la production d'avions de chasse? Jusqu'où peut-on aller? Est-ce qu'on peut se rapprocher du niveau des États-Unis ou de la Russie? Leur conclusion à l'époque, c'était non, on ne pourra pas rattraper ces superpuissances. Alors, que faire? Trouvons une autre voie. Fabriquons de nouveaux missiles. Et ensuite sont venus les drones. Vous allez être surpris d'apprendre que dans les premiers jours de ce programme, il y avait en Iran des gens, disons les libéraux, ou quel que soit le nom qu'on veuille leur donner, qui aujourd'hui sont très affaiblis dans le pays. Ce groupe de personnes, ou peut-être certains décideurs, ne faisaient pas vraiment partie de la société iranienne. C'était plutôt une partie des élites, je dirais, en Iran. À l'époque, ils disaient « Pourquoi avons-nous besoin de missiles? Ce qui compte, c'est l'être humain. Nous voulons la paix. Tout va être pacifique. Améliorons nos relations avec les États-Unis, et cela apportera la paix dans la région. Il n'y aura plus d'hostilité entre eux et nous. » Ils parlaient de droits de l'homme, de tout ça. Et cet argument a été rejeté par le guide suprême de l'Iran. Il a insisté en tenant compte de tout ce qui avait été dit, et il a déclaré « Non, nous allons fabriquer des missiles. » On va parler du programme de missiles. Et tu sais, Larry, pendant les négociations sur le programme nucléaire, avant ça,
il était aussi question d'inclure le programme de missiles balistiques de l'Iran dans les discussions. Et à l'intérieur même de l'Iran, certains disaient « Oui, on peut en parler aussi ». Mais le guide suprême, et c'est pour ça que je te dis à quel point son rôle est crucial dans la puissance militaire iranienne aujourd'hui. Tout dépend de ses décisions. C'est lui qui a décidé qu'on ne négocierait pas sur le programme de missiles de l'Iran, qu'on ne négocierait pas non plus sur le programme de drones. S'ils veulent parler du programme nucléaire, très bien, qu'ils en parlent. C'est tout, parce que on ne va pas fabriquer d'armes nucléaires. Ce n'est pas ce que nous sommes. C'est pour ça qu'il y a eu cette fatwa. Voilà pourquoi le rôle du deuxième guide suprême d'Iran est si important. Oui, enfin, il est aussi devenu, encore une fois, le dirigeant populaire. En Occident, le récit dominant, ou le même si on veut, c'est que les femmes sont opprimées en Iran, qu'elles sont battues si elles sortent en public sans porter le hijab, que les homosexuels sont pendus à des grues ou jetés des immeubles. Et pourtant, c'est vraiment sous Saïd Ali Khamenei qu'il y a eu, disons, un assouplissement des structures religieuses mises en place à l'origine par l'ayatollah Khomeini. Et je pense que ça a en quelque sorte permis de relâcher une partie de la tension qui s'était accumulée dans la société iranienne. Est-ce que c'est juste ou pas? Oui, c'est juste. Larry, je pense qu'en Iran, il faut comprendre que certaines parties de la société sont plus conservatrices, d'autres plus ouvertes, et qu'on a un mélange de toutes sortes d'idées qui coexistent. C'est quand même un pays de 92 millions d'habitants. Mais ce qui se passait concernant les femmes, le hijab et ce genre de sujet, on ne voit plus ça aujourd'hui. Je pense que le gouvernement iranien a beaucoup appris au cours de la dernière décennie, parce qu'il a toujours cherché à manipuler la société iranienne. C'était toujours autour des droits humains, des droits des femmes, de la liberté d'expression, tout ça. Et aujourd'hui, quand on va en Iran, on ne voit plus ces problèmes-là, parce que ça a aussi été un processus d'apprentissage pour le gouvernement. Parce qu'ils ont beaucoup appris pendant cette période. Parce que si on veut garder une société en sécurité, il faut comprendre quelles sont les principales sources d'attaque contre cette société. Donc, ils ont réduit ce genre de tension à l'intérieur du pays. Et ça, c'était énorme. Je dirais, tu as mentionné que je suis revenu après 12 ans passés en dehors de l'Iran. Quand je suis arrivé, je suis allé dans les rues pour parler avec les gens, pour voir ce qui se passait, pas seulement avec ma famille ou mes amis. Je voulais voir la société, sentir comment les gens vivaient les choses. Et tout était différent. Rien à voir avec ce que j'avais connu avant de quitter l'Iran. C'est un changement immense. C'est devenu une partie de l'identité iranienne. Comment ce changement s'est-il produit? Il est arrivé parce que les deux côtés, tu vois, les gens qui, d'une certaine manière, n'étaient pas satisfaits de certaines conditions, comme tu l'as dit, concernant les femmes ou d'autres sujets, parce que nous avons le religieux. Enfin, tu ne comprends pas ma question. Expliquez-moi précisément ce que vous avez vu qui avait changé. Tout a changé. Et comment cela avait-il changé? Je ne parle pas du processus de qui a fait quoi, mais de la transformation que vous avez observée. Je vais le dire comme ça. Sur le plan économique, commençons par l'économie. L'économie iranienne est soumise à d'énormes sanctions et l'inflation est très élevée. Mais vous savez, j'avais un ami ici, au Brésil. Il a fait son doctorat avec moi, ici même. Ensuite, il est retourné en Iran et moi je suis resté au Brésil. Eh bien, sa vie est bien meilleure que la mienne ici. Il est beaucoup plus aisé que moi. Lui aussi est professeur là-bas. Il enseigne comme moi, j'enseigne ici, au Brésil. Mais il est dans une situation économique bien plus favorable que la mienne. C'est comme ça que fonctionne l'économie là-bas. On peut s'enrichir facilement, très facilement. Et la deuxième chose, c'est la société.
la manière dont on la perçoit. The second part is the society, the way that you see the society. The society, there's more open. La société est plus ouverte. Vous voyez les femmes, comme on dit, le hijab. Il n'y a rien. Le gouvernement n'impose plus aux gens de porter le bon hijab, comme il l'appelle. Rien de tout ça ne se passe là-bas aujourd'hui. La société est vraiment plus ouverte. Vous voyez la façon dont les gens parlent du gouvernement en Iran, et vous seriez surpris de voir à quel point ils critiquent tout en comprenant la situation. Vous savez, il y a deux aspects. Parce que quand Benjamin Netanyahou dit que le peuple déteste l'Iran, le gouvernement iranien, si vous regardez les discussions en Iran, vous pourriez croire que ces gens détestent leur gouvernement, mais c'est parce qu'on ne comprend pas leur culture. Because they don't understand the culture. Yeah. These people are criticizing the system while Ces gens critiquent le système alors qu'ils en font partie. Ils savent très bien qu'ils font partie de l'Iran, qu'ils appartiennent, tu vois, à tout le pays. Ils le ressentent profondément. C'est pour ça qu'on voit ce genre de confrontation qui, vu de l'extérieur, peut donner l'impression qu'ils détestent leur pays ou leur gouvernement. Mais ce n'est pas du tout le cas, Larry. Parce que je pense que ce que tu évoques à propos des spécialistes de l'Iran, par exemple, eh bien, que ce soit pour l'Iran, pour la Russie ou pour la Chine, il faut des gens qui comprennent la culture, qui se rendent sur place, qui savent comment les gens vivent et ce qu'ils ressentent. Go there to understand how the people feel, how they today they said, as I said before, they said, Aujourd'hui, ils ont dit, comme je l'ai déjà mentionné, ils ont crié « Mort à Araghchi », le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, après la signature du protocole d'accord. Et pour nous, à l'extérieur de l'Iran, on peut avoir l'impression qu'ils veulent vraiment tuer Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères. Mais ce n'est pas ça. La culture est différente. La façon dont les gens s'expriment est différente. C'est là qu'il y a un énorme malentendu entre ce qu'on entend ici, en Occident, et ce qu'ils ressentent à l'intérieur de l'Iran. Voilà le problème. C'est cette grande déconnexion entre les deux côtés. Oui, je pense que ma compréhension de l'Iran s'est énormément améliorée vraiment dans tous les domaines, Larry. Well, that's why, that's why I think it's important for you to. Eh bien, c'est pour ça, tu vois, c'est pour ça que je pense qu'il est important que tu creuses vraiment, que tu examines en profondeur comment les choses ont changé, ce que tu perçois comme différent par rapport à ton enfance. Tu es né au début des années 80 et à cette époque, tu étais encore un petit enfant pendant la guerre Iran-Irak. Donc, en réalité, je ne pense pas que tu en aies gardé un vrai souvenir. Et je ne suis même pas sûr que tu aies eu conscience à ce moment-là de la façon dont cette guerre a touché le pays. Ce sont surtout ceux qui y ont participé qui en ont été directement marqués. Those who participated in that war, that affected them. And so we're talking at this time, let's go back 40 Alors, on parle de cette période. Si on remonte 40 ans en arrière, les gens qui avaient 20 ans à l'époque en ont 60 aujourd'hui. Donc, en gros, la génération qui se souvient vraiment de la guerre, c'est probablement ceux qui ont 56 ans et plus. En dessous de cet âge-là, ils n'en ont aucune idée. Ils ont entendu parler de la guerre, bien sûr, mais c'est tout. Un peu comme ici, aux États-Unis, quand on parle de la guerre du Vietnam, de la guerre de Corée ou de la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose de lointain. Ça ne nous concerne pas directement. C'est de l'histoire, tout simplement. Mais maintenant, après cet attentat qui a tué l'ayatollah, sa femme, sa belle-fille et sa petite-fille, là, tout à coup, ça devient concret. Granddaughter. Now it's brought it home. And so Iranians. Et donc, les Iraniens, disons, à partir de 15 ans et plus, ils ont maintenant quelque chose. Ils ont une expérience concrète, quelque chose de réel, qui va les marquer pour le reste de leur vie. Si on regarde les 50 prochaines années, les gens qui ont aujourd'hui entre 15 et 30 ans, ce groupe-là, ce sont eux qui vont devenir les dirigeants dans une vingtaine d'années. Et en ce moment, c'est une expérience fondatrice dans leur vie, parce que beaucoup d'entre eux vont vivre jusqu'à 70, 80 ans. Donc, ce dont on parle ici, c'est d'un événement qui façonne
toute une génération et qui, pour le peuple iranien, va, je pense, changer le cours de l'histoire de l'Iran pour les 50 années à venir. Going to, I think, change the course of Iran over the next 50 years. It feels this way. Really, it feels this way. D'accord. Larry, I think C'est you're vraiment saying l'impression that, que ça donne, Larry. Je uh, pense que ton analyse est juste. Larry, Larry, in this- le this détroit phase d'Ormuz was reste le settled théâtre under d'affrontements fight entre les deux camps. between the two sides. Aujourd'hui, on a Today, appris we qu'il y a learned quelques that heures, 2 hours ago, 12 12 pétroliers oil transportant du tankers pétrole carrying d'Arabie oil from saoudite, Saudi Arabia des Émirats arabes unis et du Qatar ont été autorisés à traverser le détroit d'Ormuz, mais en empruntant des routes iraniennes. But they were using Iranian routes. Oh yeah, yeah. I mean, I'm looking at the vessel. Ah oui, là je regarde vesselfinder.com en ce moment et tout passe par la route iranienne, tu vois. Oui, il y a pas mal de trafic qui sort du Golfe Persique. Voyons, il y a le New Star, un pétrolier brut qui vient juste de partir. Ensuite, on a, qui est-ce déjà, le Dizon, un autre pétrolier brut. Il se dirige vers Kawasaki, au Japon. Le New Star, lui, semble aller vers la Corée du Sud. Et puis, il y a le Kishan, un porte-conteneur en route pour la Chine. Tu vois le schéma qui se dessine. Donc voilà, le New Star. Oui, enfin, les faits sont ce qu'ils sont. So, I mean, the results are what the results are. For the United States, again, the critical thing was to try to get. Pour les États-Unis, encore une fois, l'enjeu essentiel, c'était de réussir à faire revenir le pétrole vers le pays. Et ça, pour l'instant, ça ne se produit pas. La majorité de ces tankers partent vers l'Asie. Alors oui, certains disent, le pétrole circule à nouveau. Mais en réalité, il faut compter entre 30 et 45 jours avant qu'il soit livré. D'accord? Donc à partir de maintenant, on va entrer dans une période, probablement à partir de cette semaine, autour du 11, qui pourrait marquer le premier jour d'une pénurie importante de pétrole à haute teneur en soufre. Et ça va entraîner une baisse de l'approvisionnement en diesel et en carburant pour l'aviation. A priori, ce sera peut-être une perturbation temporaire, mais une perturbation quand même, et elle sera importante. But it's going to be a disruption nonetheless, and it'll be significant. Yeah. Larry, NATO is getting, Oui. you know, Larry, we're gonna have l'OTAN va, some tu sais, tenir un nouveau sommet et ils vont de nouveau se réunir pour parler de la situation en Ukraine. Il semble que, jusqu'à présent, les Européens aient fourni à l'Ukraine quelque chose comme 90 milliards d'euros et ils ont déjà annoncé que 4 milliards d'euros avaient été envoyés. Le combat continue entre la Russie et l'Ukraine. De nouvelles images arrivent d'Ukraine. En voici une. On voit une énorme explosion et on comprend qu'il s'agit d'un site du complexe militaro-industriel ukrainien. Les principales cibles de ces attaques russes sont en gros les installations de production, ces usines ou fabricants de drones, qu'il s'agisse de drones de surveillance ou de combat produits en Ukraine. Different type of drones in Yeah. Ukraine. Well, in fact, I saw one of those explosions. En fait, j'ai vu une de ces explosions. Il y a eu des explosions secondaires qui ont duré plus d'1 minute. Donc vous savez, la Russie a vraiment frappé des cibles cruciales la nuit dernière. Et encore une fois, quand la Russie touche ce genre de cible, l'Occident fait semblant que ce n'est rien, que c'est sans importance. Mais quand l'Ukraine frappe une raffinerie et qu'on voit une énorme fumée noire s'élever, là l'Occident s'exclame « Oh mon Dieu, on est en train de dire la Russie ». Oh my God, we're destroying Russia. Ils vont s'effondrer. It's just, please, people, just simply look Écoutez, at the s'il vous disparity plaît, in fires. regardez simplement l'écart qu'il y a dans l'intensité des frappes. Oui, bien sûr, l'Ukraine est capable de causer des dégâts à la Russie, à ses infrastructures. Personne ne le nie, mais le nombre de bombes et de missiles que la Russie largue sur l'Ukraine est plusieurs fois supérieur. Et ce n'est pas juste qu'ils aient envoyé quelques drones sur Saint-Pétersbourg ou sur Moscou. Les Russes frappent partout, sur tous les fronts. La guerre est vraiment entrée dans une nouvelle phase. Et il faut se poser la question. La Russie savait depuis le début que ces usines existaient. Alors pourquoi diable avoir attendu jusqu'à maintenant pour les faire exploser? Bonne question. Je n'ai pas la réponse. Mais apparemment, ils ont décidé que cette fois, c'était fini. Plus de gants. Aucune usine ne sera autorisée à continuer d'exister et la Russie va les détruire méthodiquement.
and Russia's going to destroy them methodically. What would be the outcome of NATO for Quel serait, selon vous, le résultat de l'action de l'OTAN pour l'Ukraine? They're talking about something like Vous pensez qu'ils vont la financer? $1 billion. Ils parlent d'un montant d'environ 70 milliards de dollars. L'OTAN va fournir, enfin, on a déjà eu 90 milliards venant de l'Europe et peut-être 70 milliards de plus de la part de l'OTAN. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce qu'il faut produire des armes. Cet argent ne veut rien dire si on n'est pas capable de produire ces armes. Qu'est-ce que ça signifie selon vous? What does that mean in your opinion? Well, it just means that the retirement funds of Zelensky. Eh bien, ça veut simplement dire que les fonds de retraite de Zelensky et de ses proches vont grossir. Vous savez, ils vont essayer de détourner cet argent. Ce serait différent si cet argent servait vraiment à former des réserves pour l'armée ukrainienne. Alors, comparons un peu ce qui se passe dans l'armée russe par rapport à l'armée ukrainienne. Et c'est là, je pense, que beaucoup de gens ne comprennent pas ou ne mesurent pas vraiment l'évolution de cette guerre. Quand la Russie a envahi l'Ukraine en 2022, elle est entrée avec, selon les estimations, entre 125 et 150 000 soldats. Ça peut sembler beaucoup, mais il faisait face, à ce moment-là, à une force d'au moins 600 000 Ukrainiens. Eh bien, la règle de base dans l'armée, c'est qu'une force attaquante doit avoir un avantage d'environ 4 contre 1. Dans ce cas-là, c'était l'inverse. La force attaquante avait un désavantage de 4 contre 1. La force défensive était 4 fois plus nombreuse. Et pourtant, la Russie n'a pas déclaré une mobilisation générale. Ils ont appelé ça une opération militaire spéciale. Ce n'est qu'en août, début septembre 2022, que les Russes ont compris qu'ils avaient un problème. Une partie de leurs troupes existantes arrivait en fin de contrat, et beaucoup de soldats disaient « Moi, je m'en vais ». Alors la Russie a mobilisé environ 450 000 réservistes. Il y a d'abord eu un premier appel d'environ 140 000 hommes, puis un second d'environ 350 000. C'est à ce moment-là que la Russie a compris que le visage de cette guerre avait changé et qu'il allait falloir se battre autrement. Je noterai qu'en 2022, la Russie a réussi à prendre Mariupol avec les unités tchétchènes. Ce sont les unités musulmanes qui ont porté le plus gros de l'effort dans ce combat. Ensuite, pendant les années 2023 et 2024, la Russie a progressivement renforcé ses forces et agrandi la taille de son armée, passant d'environ 900 000 soldats à au moins 1,5 million. Le nombre total de soldats engagés en Ukraine est passé d'environ 150 000, puis d'ici 2026 à près de 700 000. Et ce chiffre de 700 000, c'est celui qu'a donné le général Syrski du côté ukrainien, mais aussi les Russes. And then by 2006 up to 700,000. And that 700,000 was the number that General Syrski, the Ukrainian, gave, as well as the Russians. So the Russians have in reserve. Les Russes ont en réserve, vous savez, au moins 800 000 soldats supplémentaires qu'ils pourraient consacrer à cette guerre. Et tous ces soldats sont formés. Ils se trouvent dans des zones sûres et protégées. L'Ukraine, elle, n'a pas ça. On estime qu'il reste environ 600 000 hommes dans l'ensemble de ses forces. Donc, ils sont en infériorité numérique face aux Russes sur toute la ligne de front. Et ils n'ont pas de réserve bien entraînée, Hadeske encore moins à l'abri. Chaque fois qu'un grand groupe de soldats ukrainiens se rassemble dans une zone concentrée, il est attaqué et ils sont tués ou anéantis. L'Ukraine n'a tout simplement pas la main-d'œuvre nécessaire. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle soit vaincue et contrainte de se rendre. En clair, ils vont manquer d'hommes. Le Wall Street Journal, Larry, a rapporté qu'à la fin du mois de janvier de cette année, les dirigeants européens
ont tenu une réunion d'urgence privée à Bruxelles. Selon l'article, sans assistant, sans téléphone ni caméra, ils ont discuté ouvertement de leurs inquiétudes et de leur inquiétude face aux actions du président Donald Trump, notamment ses menaces envers le Groenland et les changements plus larges dans la politique étrangère des États-Unis. Cette réunion, en fait, portait sur une question qu'on jugeait autrefois impensable. Est-ce que l'Europe va rester dépendante des États-Unis dans les années à venir? Et jusqu'à quel point veut-elle l'être? Et je me demande, selon vous, est-ce le bon moment pour se poser cette question? Ou bien doivent-ils d'abord mettre fin à la guerre en Ukraine avant d'y réfléchir, puisqu'ils ont quand même besoin des États-Unis pour maintenir cette attitude de fermeté vis-à-vis de la Russie? Eh bien, pourquoi ont-ils besoin des États-Unis pour continuer leur hostilité envers la Russie? Parce que sans le renseignement, sans les armes qui viennent des États-Unis, on a l'impression qu'ils misent tout sur les États-Unis, sur le complexe militaro-industriel américain. Oui, mais en réalité, la vraie question qu'il faut poser aux Européens, c'est mais enfin, à quoi vous pensez? L'Europe, est-ce que vous avez vos propres ressources? Est-ce que vous produisez votre propre énergie? Eh bien non. Nous dépendons des importations de pétrole et de gaz naturel liquéfié. Exactement. Est-ce que votre secteur industriel fait partie des plus grands du monde, au point de pouvoir produire tout ce dont vous avez besoin pour survivre? Eh bien non. 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 Nous dépendons des échanges commerciaux avec des pays comme la Chine, entre autres. Alors, pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette mission suicidaire en vous détournant de la Russie? En fait, vous cherchez même activement à entrer en guerre avec la Russie. Et voilà la Russie, qui est, militairement et économiquement, supérieure à vous sur tous les plans. Vous savez, comme je l'ai déjà dit, l'Europe est devenue sans importance. Je sais bien qu'ils n'aiment pas se voir comme ça, mais si on regarde les choses dans une perspective historique, il y a 120 ans, l'Europe était au centre, l'un des grands foyers du développement scientifique dans le monde. C'était aussi, sur le plan académique, l'endroit où il fallait aller pour recevoir une vraie éducation. Et sur le plan industriel, ils étaient très puissants, surtout si on prend l'Allemagne et l'Angleterre ensemble. Mais aujourd'hui, c'est un peu comme dans Game of Thrones, avec les dragons. Au début, ces dragons étaient des créatures immenses, puissantes. Et puis à la fin, ils sont devenus de toutes petites bêtes qui ressemblaient à des chiens chihuahuas. Eh bien, voilà ce que sont devenus l'Angleterre et l'Europe. Un chihuahua. Merci beaucoup, Larry, d'être avec nous aujourd'hui. Très bien, mon ami. À bientôt. C'est toujours un plaisir. Au revoir. Au revoir.